Puisque M. Idriss Koné nous demande que le concept de l'homme au foyer pratiqué en Occident est-il autorisé en islam? Donc en fait, c'est les rôles inversés. L'homme reste à la maison et c'est la femme qui travaille. Est-ce que c'est autorisé en islam? C'est une très bonne question au final. Et puis c'est vrai que ça pourra intéresser beaucoup de gens, parce que c'est vrai que le cas inversé se produit maintenant de plus en plus, et ça se produit d'autant plus avec la crise. Parce qu'il y a certaines femmes qui trouvent des emplois, alors que certains hommes sont un peu au paillasson, du coup. Et l'homme qui se met en congé aussi pour s'occuper de ses enfants. Alors du coup, et la femme qui va travailler pour subvenir aux besoins. Donc en fait, c'est le modèle islamique pris à l'inverse. Est-ce que c'est possible? Comment ça se passe exactement? Vous me demandez à moi? Oui. Eh bien, évidemment, cela peut se passer. Cela se passe chez les musulmans aussi, mais c'est un cas d'exception, toujours, car c'est l'homme à qui revient donc cette responsabilité de subvenir aux besoins de la famille. Mais si, par exemple, l'homme a perdu son emploi et la femme, elle, est en train de travailler, eh bien dans ce cas-là, évidemment, c'est la femme qui va travailler, qui va subvenir aux besoins du mari. On avait posé la question au 4e calife de notre communauté, et par rapport à qui va prendre les décisions dans la famille, si c'est la femme qui travaille et pas l'homme. Il a dit, mais évidemment, la personne qui va travailler sera celle qui aura le dernier mot. Parce que tout va dépendre de cette personne-là, c'est d'habitude l'homme, donc c'est l'homme à la maison qui va avoir le dernier mot dans les grandes décisions de la famille. Mais si c'est la femme qui travaille et pas lui, alors ça sera elle. Donc c'est tout à fait normal. Mais ce n'est pas un cas de figure qui est préconisé par l'islam. Parce que surtout dans le cas de la femme qui va travailler alors qu'elle vient d'avoir un enfant et que le mari qui va s'occuper des enfants, il faut savoir que les enfants, lorsqu'ils sont en bas âge, ont besoin de leur mère, beaucoup plus que de leur père. Et ça, c'est un besoin psychologique, c'est un besoin biologique aussi. Donc il ne faut pas que les femmes essaient de laisser leur bébé aux soins d'autres personnes quand elles sont appelées à s'en occuper elles-mêmes. Il ne faut pas utiliser sa carrière au travail, donc dans le monde du travail, comme prétexte pour se débarrasser de ses enfants au plus vite. Donc cela n'est pas une chose préconisée par l'islam du tout. Et donc il s'agit ici de cas de figure exceptionnels et ne sont pas donc de rigueur ou la norme dans l'islam du tout. Mais ce sont des cas permissibles, évidemment, ce sont des choses autorisées. D'accord. Oui. Alors, il ne faut pas rentrer dans ces interprétations beaucoup trop strictes que certains pourraient en faire. Il faut rester pratique. Voilà, faut rester. L'islam, c'est une religion très concrète. Je voudrais dire aussi, oui. Excusez-moi, mais je voulais juste rajouter que lorsque j'avais dit tout à l'heure que la femme n'est pas obligée de dépenser de ses gains sur la famille, mais elle peut aussi le faire. Mais à la différence de l'homme, c'est elle qui en décide. Donc, dans un foyer non musulman, vous aurez ce cas de figure où le mari va dire « Bon, ben chérie, ce mois-ci, c'est moi qui paie les factures. Le mois prochain, ça sera toi. » Mais en islam, elle va dire « Non, c'est toi qui vas tout payer, c'est pas moi. » Mais si elle voit que, par exemple, son mari a perdu son emploi, ne peut plus subvenir aux besoins de la famille, elle va dire « Bon, écoute, cette fois-ci, ça sera moi. Tant que tu n'auras pas un job, un travail, eh bien, un métier, ça sera moi qui vais soutenir la famille. Ce n'est pas un appel aux hommes de rester à la maison et rien faire. Il faut chercher du travail, du coup. Alors, et justement, pour revenir sur ce que vous avez dit, le fait que c'est un besoin biologique. Ce besoin biologique, il est même pris en compte par nos législations aujourd'hui. Parce que le congé maternité, par exemple, va durer beaucoup plus longtemps que le congé paternité. Oui. Le congé maternité va durer, je crois, 3 mois ou 2 mois, parce qu'on sait que l'enfant a beaucoup plus besoin de la mère, là où le congé paternité dure simplement 10 jours, je crois. Il a tendance à... c'est beaucoup plus long. Comment? Le congé maternité s'étale sur plusieurs années en Allemagne. Donc, ils reconnaissent le besoin des petits-enfants de leur mère, beaucoup plus en Allemagne. Et les femmes, là-bas, sont honorées, en fait. Lorsqu'elles restent à la maison avec leurs enfants, oui. Les gens les respectent et les honorent. Donc, c'est un contexte très différent.
de ce qu'on voit dans certains pays occidentaux comme l'Angleterre, la France, la Belgique, etc., où les femmes sont presque, on les condamne presque de rester à la maison, tu es encore à la maison avec tes gosses. Pourquoi tu ne travailles pas, tu gâches ta vie, etc. Oui. Hein? Donc puis c'est vraiment... Il y a une idée très carriériste aussi dans ces pays-là. En fait, même les personnes qui s'engagent dans une carrière, elles ont un caractère vraiment masculin, quoi. Vous voyez, c'est gravir les échelons, arriver à ci, arriver à ça. Mais en fait, on remarque que souvent, ces personnes-là, c'est très malheureux d'en arriver à ce constat-là. Mais quand elles arrivent à 40 ans, elles se disent qu'en fait, elles ont gâché leur vie. Elles ont gâché leur vie à travailler toute leur vie, à se dire carrière. Elles n'ont rien investi dans la famille, etc. Exactement. Voilà. Quand on espère un siège au conseil d'administration d'une société... Il faut attendre jusqu'à la quarantaine, au moins. Oui. Dès qu'on l'a, une fois c'est l'éternelle insatisfaction. Le fait qu'on est dans une société qui est par définition éternellement insatisfaite. Oui. On va avoir un poste, on va en vouloir un autre. On va en avoir un autre, on va en vouloir un troisième. Donc, étant donné et puis la société nous incite à être comme ça. Voilà. Elle nous incite à consommer, à acheter, à vouloir aller toujours plus haut. Bon, c'est les travers d'une société, comme il y en a plein d'autres dans certaines autres. C'est pas la question, c'est pas le modèle qu'on remet en question. C'est juste que c'est un fait. Et ces femmes-là, quand elles arrivent à l'âge de 40 ans, quand elles regardent derrière, elles se disent, on a gaspillé notre vie. Mais c'est parce qu'on ne valorise pas la mère, en fait, dans la société. On ne la valorise pas et donc la société... Il y a un temps où on valorisait la famille, en règle générale. Par exemple, le modèle patriarcal de Napoléon, on valorisait la famille, où il y avait ce côté, le père et celui qui dirige la famille, etc. Mais maintenant, étant donné qu'on est sur ces idées de égalité homme-femme, qui veulent tout et rien dire d'ailleurs, parce qu'au final... Comme on l'a dit, l'égalité ne signifie pas toujours justice. Exactement. Hein? Et ben aujourd'hui, on veut toujours dire que, étant donné que la femme doit être l'égale de l'homme, elle doit travailler autant que l'homme. Oui. Elle doit être aussi carriériste. Ça sera le cas quand on verra les hommes et les femmes en train de courir dans les mêmes courses aux Jeux Olympiques. Oui, voilà. Ou dans un même ring de boxe. Ou dans un ring de boxe, voilà. Là, on dira que oui. Mais écoutez, quand on ne reconnaît pas les différences biologiques, eh bien, c'est là où on arrive à ces situations. Et encore une fois, moi, je souhaite préciser ici, parce que je sais que ça va venir en toile de fond sur les réseaux sociaux, on n'est pas en train de dire qu'une femme est intellectuellement moins élevée, etc., qu'un homme. Elle n'est pas inférieure, elle est juste différente. Exactement. Et l'islam tient compte de cette différence et lui donne des droits qu'il n'accorde pas aux hommes. Donc, par rapport à cette différence. Donc, ne pas reconnaître cette différence serait un manque cruel de sagesse. Et les sociétés qui n'ont pas cette sagesse en font les frais, à tous les niveaux. Oui, c'est vrai. Oui, c'est à vrai, tous les niveaux. Oui, c'est vrai. Ce ne sont pas seulement les femmes qui en finissent malheureuses, ce sont surtout les enfants qui grandissent dans des foyers où ils n'ont pas reçu l'encadrement biologique, psychologique qu'il leur faut selon leur nature humaine. Mais par exemple... Cela aura évidemment des répercussions négatives sur la société. Exactement. Et on reste sur cette question parce que c'est intéressant. C'est une question très sociétale, très actuelle en fait. Le modèle de la famille, etc. Et j'étais dans un cabinet d'avocats, justement, où il y avait une avocate qui avait fait sa carrière comme ça. Mais par chance, ou je ne sais pas, ou par... C'est limite, parfois, j'avais l'impression que quand elle parlait de ses enfants, c'était vraiment inattendu. Ils sont arrivés comme ça, comme un cheveu dans la soupe, et puis voilà. Elle était très contente. Et elle dit, j'ai eu 4 filles. Et ces 4 filles... sa mère, les filles ne connaissent pas la maman, c'est-à-dire qu'elles ont tout le temps été élevées par une nounou, et c'est la nounou, la maman, quoi. Oui. Donc le père est gérant de casino, donc lui il est jamais là. La mère est une très grande femme d'affaires dans un cabinet d'avocats, donc elle est jamais là non plus. Donc au final on se retrouve avec des enfants qui sont totalement laissés à l'abandon. D'une femme qui est là, qui fait ses horaires en fait, c'est son boulot tout simplement, et qui va développer peut-être un intérêt un peu plus marqué pour ces enfants-là, parce qu'elle va constater le fait, parce que c'est dans une femme aussi, il y a certaines femmes qui sont très sensibles à ça. Mais elle n'aura pas la motivation d'une mère en fait. Mais elle n'aura pas la motivation d'une mère. Et on se retrouve avec des familles où
les enfants, par exemple, ne donnent pas le respect que l'on devrait à une maman. Parce que justement, si elles l'ont jamais vue, comment vous voulez qu'elle la respecte? Ça crée toutes sortes de situations vraiment, vraiment saugrenues, du coup, que c'est une société en désespoir plutôt qu'une société qui retrouve espoir. Oui. C'est pour revenir à ce que dit l'islam, c'est qu'il y a une seule parole du saint prophète Mohammed P.S.A. qui résume le tout. Il a dit dans un hadith que le paradis se trouve sous les pieds des mères. Donc cela dit tout. Donc voilà le statut. Grâce à cela, tout d'abord, on comprend le statut de la femme en islam, le statut de la mère en islam et les devoirs des enfants à l'égard de leur mère. D'ailleurs, il y avait un homme qui lui avait demandé, n'est-ce pas? Oui. Il a dit au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, si je porte ma mère sur mon dos jusqu'à la maison de Dieu et j'accomplis le pèlerinage avec ma mère sur mon dos et je la ramène à la maison sur mon dos, est-ce que je me suis acquitté de mes devoirs envers elle? Il a dit, même si tu le fais, tu ne te seras pas acquitté même d'une seule douleur qu'elle a ressentie lorsqu'elle a accouché de toi. Oui, même en faisant tout cela. Et il y a aussi un autre hadith où... Donc vous voyez un peu comment on valorise la mère en islam. Ou un hadith où le saint prophète, un compagnon demandait au saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais qui a plus de droits, quel parent envers qui j'ai plus de devoirs? Et le saint prophète à 3 reprises a dit ta mère, et encore une fois ta mère. Donc à 3 reprises il a demandé, le saint prophète a dit ta mère, une deuxième fois il a dit mais après ma mère c'est qui? Le saint prophète a dit ta mère encore une fois. Il a demandé encore une troisième fois, mais après elle, il a dit ta mère et ensuite il a dit ton père. Donc ça démontre encore une fois le statut de la femme en islam. Après, s'il y a toujours des personnes qui veulent dire que la femme est déconsidérée en islam, à ce moment-là, quand il y a un blocage intellectuel, il y a un blocage intellectuel et on ne peut rien faire. Et c'est Dieu qui accorde le savoir à qui il veut. Alors,